Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous expert. Le sujet du jour, la maison passive ou comment bien construire. Nous recevons donc Pierre-Emmanuel Littès qui va nous aider à répondre à cette question. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes donc ingénieur en bâtiment, plus précisément spécialiste des bâtiments très basse consommation et depuis 2012 administrateur de la Fédération française de la construction passive. Une fédération plutôt bien active dans le domaine. Je crois que vous allez d'ailleurs nous en parler un petit peu en fin de présentation. Avant de vous laisser la parole, donc, je rappelle aux habitués et aux autres nouveaux arrivants que cette session est interactive. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à l'aide de la zone questions, que vous retrouvez, le petit bloc que vous retrouvez sur la droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Je vois que les derniers participants viennent de se connecter. Je vais donc laisser la parole à l'expert. Bonjour à tous. Donc on va essayer de balayer en moins d'une heure toutes les bonnes pratiques pour réussir une construction passive. Et puis après je répondrai à vos questions. Alors, on fait un petit test pour avancer les diapos. Voilà. Donc on va balayer l'environnement d'abord, le contexte. On a une évolution des réglementations thermiques qui sont faites sous l'égide des directives européennes. Le but étant, suite au protocole de Kyoto et puis également au un passage couper le diaporama automatique. Un passage automatique. Les slides. Ah non, normalement vous l'avez. Voilà. Voilà. Donc sur ces réglementations européennes ont pour objectif de faire réduire et voire disparaître les installations de chauffage classiques et puis d'amener des réductions d'émissions de CO2 de 30% d'ici 2020. En Europe, ça représente à peu près 30 000 bâtiments qui fonctionnent, dont une grande partie sont certifiés. C'est quelque chose qui existe depuis les années 80 en Allemagne, et les 2 tiers de ces 30 000 bâtiments ont été réalisés en Allemagne. En Autriche, la région du Vorarlberg l'a rendu obligatoire pour les chantiers publics depuis le 1er janvier 2007. Et il y a également de nombreuses visites qui sont organisées dans cette région. En Belgique, on se moque souvent de la Belgique qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas eu de gouvernement pendant 18 mois. Ils ont été capables de le rendre obligatoire au 1er janvier 2015 avec une période d'adaptation de 3 ans jusqu'à 2018 sur un certain nombre de bâtiments. En Suisse, ils sont pas tout à fait sur les mêmes standards, mais c'est le MinerJP. Et en France, c'est un label qui n'est pas reconnu et qui n'est pas connu officiellement. Et on compte environ 200 à 300 bâtiments qui seraient passifs, mais on n'a pas de statistiques véritablement dessus. Ceci étant, c'est une demande des maîtres d'ouvrage qui est de plus en plus importante, notamment au regard des fiascos sur la complexité de la RT 2005 et 2012. Il y a des études prébat qui ont été publiées sur les premiers bâtiments BBC où par rapport à des consommations de 120 kWh pour le chauffage et la ventilation annoncée, on était plutôt sur 240 kWh par mètre carré par an, ce qui n'est pas tout à fait les consommations qui étaient prévues. Et puis certains assureurs m'ont fait part de nombreux sinistres. Alors quand je dis nombreux sinistres, on est de l'ordre de à peu près 50% de déclarations de sinistres sur des consommations qui ne sont pas atteintes, sachant que dans ces sinistres-là, on va différencier ceux qui vont conduire à une impropriété à destination parce qu'on n'arrive pas à chauffer, on a moins de 19 degrés, et ceux qui ne génèrent pas d'impropriété à destination, c'est-à-dire qu'on a les 19 degrés, mais par contre la consommation n'est pas conforme. Voilà, et du coup, ça génère auprès des maîtres d'ouvrage une certaine appréhension sur les compétences, sur les valeurs qu'on leur montre par rapport à des calculs. Donc le fait d'avoir des résultats et de pouvoir garantir les performances est quelque chose qui est très apprécié.
Les objectifs là-dedans, c'est donc de maîtriser les besoins qu'on va avoir de manière à dimensionner correctement les installations et surtout de pouvoir quantifier les déperditions énergétiques. C'est d'atteindre du premier coup les objectifs visés, c'est de se prémunir du contentieux, comme on l'a vu, et pour les entreprises, maîtriser son prix de revient dans la mesure où on a un objectif de résultat, où on a des contrôles à mettre en œuvre. Si on est obligé de revenir pour faire des finitions, c'est bien souvent des problématiques de temps passé qui font que certaines entreprises vont pas vouloir finir et vont préférer abandonner le chantier. Ça c'est déjà vu. Et c'est là où ça devient un petit peu complexe. Voilà. Par contre, pour les bonnes entreprises, ça permet de se différencier de la concurrence et ça permet de satisfaire le client. Alors, au chapitre des lapalissades, l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Il y avait un reportage très intéressant hier soir pour ceux qui ont regardé Théma sur l'évolution du prix de l'électricité. Donc là, on met, c'est des statistiques sur l'électricité en France, où on est à plus 38%. Au niveau européen, on est à plus 85%, je crois, sur les 10 dernières années. Sur les moyennes, et EDF, quelle que soit sa politique, sans porter le jugement de valeur sur la politique énergétique d'EDF, sur le choix de prolonger les centrales nucléaires, de renouveler, de faire de l'éolien ou de faire des énergies renouvelables, où ça nécessitera de toute façon des investissements. EDF promet d'augmenter la facture de 30% dans les 10 années qui viennent, et je pense qu'ils tiendront parole. Petit rappel aussi pour se comparer, les prix d'électricité et les prix des énergies globalement augmentent régulièrement. Les phénomènes de tassement qu'on peut observer sur la dernière année ou les dernières années sont plutôt liés à une mollesse du marché et de la demande plus qu'à une baisse du coût des énergies. Ceci étant, on voit bien que la tendance n'est pas à une décrue du prix des énergies. Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut se prémunir. Et puis au niveau européen, si on compare les prix de l'électricité pour les particuliers, ce qui est globalement ce qui concerne la plupart des ménages, on se rend compte qu'on est largement à la traîne. Alors vraisemblablement par rapport au choix du nucléaire dans les années 70, mais là aussi, il faudra pouvoir payer le démantèlement des centrales nucléaires ou payer leur prolongation. La centrale de Fessenheim, je crois que c'est 384 millions d'euros qui a été investi par EDF l'année dernière et il y a 2 ans pour le maintien et la prolongation de la vie de la centrale. Donc c'est des coûts qui ne sont pas anodins par rapport à ça. Il faudra forcément les réimpacter à un moment donné et qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc le prix de l'énergie, là aussi, au niveau électrique, continuera à augmenter. L'avantage pour une maison passive, c'est des maisons qui sont plus lumineuses dans la mesure où, comme en RT 2012, on va avoir grosso modo des ratios d'éclairement qui sont de surface vitrée par rapport à la chaume, mais c'est plus que des ratios, c'est une conception bioclimatique, c'est-à-dire qu'on va faire les calculs de manière à dimensionner les apports solaires que l'on a et qui vont permettre de maîtriser les apports solaires qui seront au niveau de la construction en elle-même. Ce sera plus confortable dans la mesure où on a une température homogène été comme hiver dans chaque pièce. En tout cas, par rapport à l'RT 2012, on va vous demander d'avoir une température de nuit à 16 degrés, une température de jour à 19 degrés. On s'embête pas, c'est 20 degrés tout le temps. Voilà. L'intérêt, c'est que le prix des relances le matin pour remonter en température un bâtiment, c'est alors pour une maison, pour un logement, c'est entre 80 tonnes à peu près pour une maison ossature bois à 150-200 tonnes pour une maison plutôt en banché. Remonter de 3 degrés au moins une centaine de tonnes, ça a un coût énergétique qui est important. Et ça crée également des déséquilibres et des sensations de zone de chaud, de zone de froid qui n'est pas agréable.
La maison passive, c'est également une maison qui est plus saine, puisque la qualité de l'air neuf est filtrée en quantité suffisante, dans la mesure où systématiquement on est sur la ventilation double flux. Ça aussi, ça fait partie des choses où il n'y a pas de négociation possible, dans la mesure où on fait rentrer de l'air neuf, on le filtre, et du coup on a un air qui est frais, qui est dépollué entre guillemets, alors sous réserve de ne pas être avec des prises d'air qui sont le long du périphérique, mais en tout cas des prises d'air neuf qui viennent de l'extérieur, et on va évacuer l'humidité, on va évacuer le CO2, ce qui va permettre d'avoir une qualité de l'air intérieur qui sera beaucoup plus saine. C'est économique puisque les rendements des ventilations double flux vous permettent de garder et de conserver énormément de chaleur. Et les exemples qu'on a sur la double flux et sur la construction passive par rapport à une construction standard des années 60, 70, 80, c'est jusqu'à 90% de l'économie de chauffage. Et c'est responsable puisque la faible consommation permet d'avoir une protection des ressources et de réduire ses émissions de CO2. C'est également plus positif, avec très peu de panneaux solaires photovoltaïques, donc un investissement réduit. On peut avoir un bâtiment qui va devenir énergie positive. C'est plus indépendant parce que ça vous permet d'avoir des coûts d'abonnement réduits. C'est pas la même chose si vous prenez un abonnement pour 36 kW ou si vous prenez un abonnement pour 8 kW. Donc le coût des abonnements qui augmente également permet de réduire. Ça permet d'être plus autonome, hein, même si on n'a pas forcément le droit encore aujourd'hui d'être non raccordé au réseau électrique. Ça permet d'avoir la potentialité de le faire le jour où ce sera permis. Et puis c'est plus écologique avec des isolants naturels. Voilà, le bâtiment passif n'est pas forcément un bâtiment écologique. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pour ça que notamment en Suisse, on distingue le label Minergie-P qui est du passif du Minergie-P Eco, où là vous utilisez des matériaux biosourcés, naturels, etc. Hein, on peut très bien faire un bâtiment écologique en béton avec du polystyrène et de la bouse polyuréthane. En termes d'isolant, ce qui vous permet d'avoir d'avoir les capacités isolantes, mais à aucun moment on va juger de l'empreinte carbone ou on va juger de l'énergie grise des matériaux qui sont mis en œuvre. Je tiens à le préciser, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Voilà, et demain, ce sera un bâtiment qui sera plus pérenne, puisque vous aurez des murs qui seront plus sains, sans pourrissement par l'humidité. On verra un petit peu plus loin dans l'exposé la vérification du point de rosée. Ce sera plus patrimonial pour les gens qui construisent leur maison. J'ai souvent l'habitude de dire en taquinant mes clients, de toute façon, on n'a pas prévu vous n'avez pas prévu de raser votre maison dans 5 ans, quand la réglementation thermique va changer. Et les gens me regardent avec des yeux un petit peu ébahis. C'est-à-dire que lorsque la réglementation va changer, qu'on va demander des performances accrues, naturellement vont arriver sur sur le marché des bâtiments qui seront plus performants. Donc la maison que vous venez de construire ou le logement que vous venez d'acheter va fatalement valoir moins cher et va avoir une décote sur le marché. Donc il vaut mieux anticiper ça plutôt que de dire profitez vite d'acheter votre logement avant la nouvelle réglementation thermique. Et c'est des bâtiments qui sont plus attractifs. Un bâtiment plus performant se vend mieux et plus rapidement. Ça, c'est des chiffres de la Banque alternative suisse qui parlent par rapport au label Minergie. Globalement, alors la Suisse ayant moins de problèmes financiers que d'autres ménages, les constats qu'ils ont fait, c'est que globalement, un bâtiment certifié Minergie est vendu 10% plus cher et se vend en moins de 6 mois, ce qui peut laisser rêveur certains vendeurs de l'autre côté de la frontière. Le passif, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un concept qui a été développé dans les années 70, qui était un petit peu utopique, en disant on va faire une maison sans chauffage, et qu'est-ce qu'on a besoin? Donc à la base, Wolfgang Feist, qui était un physicien, a essayé de mettre tout ça en équation avec son collègue Bohr-Adamson, et ils ont essayé d'utiliser au maximum toutes les sources de chaleur liées à l'effet de serre aux appareils et aux personnes.
Une personne, c'est 100 à 150 watts. Donc vous mettez 10 personnes dans une pièce, vous avez un radiateur. On s'en rend compte de manière intuitive. C'est que quand vous faites une fête le samedi soir et que vous avez une dizaine ou une vingtaine de personnes, vous ouvrez les fenêtres parce que vous trouvez qu'il fait chaud. Tout simplement, voilà, vous avez un effet de chauffage naturel, le chauffage humain qui marche. Donc il a essayé de raisonner, de mettre tout ça en équation pour dimensionner et regarder comment on pouvait chauffer le bâtiment. Et le résultat, ça a été 4 logements qui consommaient 90% de moins que les standards de l'époque. Donc finalement cette utopie n'en était pas une, et donc ça a été le début d'une nouvelle aventure. Il y a 3 critères à respecter principaux. Plus 1, c'est de dire donc la température, comme je vous disais en introduction, au lieu de faire 16 degrés de nuit, 19 degrés la journée, comme on peut trouver en RT, on fait 20 degrés tout le temps en hiver, voire 22. C'est-à-dire que sur des maisons de retraite, dans des locaux tertiaires, si vous êtes immobile, que vous n'avez pas d'activité physique, mettre 20 degrés, c'est pas suffisant. Je dirais naturellement, les gens de toute façon auront tendance à pousser un petit peu le chauffage. Si vous faites vos calculs tout de suite à 22 degrés, du coup, vous allez vous rendre compte, vous allez être dans une situation proche de la réalité et vous aurez beaucoup moins de surprises au résultat sur la consommation que vous allez avoir. Et c'est 26 degrés maximum en été. Donc là, c'est un point un petit peu particulier. On reviendra dessus sur le confort d'été. Les calculs se font sous un logiciel PHPP. C'est une entre guillemets simple feuille Excel. C'est pas compliqué. J'ai tendance à dire le passif est relativement simple par rapport à 1300 pages de RT 2012. Vous avez 36 feuilles que vous n'avez pas forcément tout à remplir. C'est beaucoup de rigueur. Il n'y a rien de sorcier, toutes les formules sont accessibles et sont compréhensibles. C'est beaucoup de bon sens, mais il n'y a rien de compliqué dans ces calculs. Les seuils à respecter dans le cadre du passif, c'est l'énergie pour le chauffage doit être inférieure à 15 kWh en énergie finale par mètre carré par an. C'est l'étanchéité à l'air à 50 pascal, non pas à 4 pascal comme la RT, à 0,6 volumeur pour tous les bâtiments, et l'énergie totale dépensée, chauffage, éclairage, ventilation, etc., c'est 120 kWh en énergie primaire cette fois-ci par mètre carré par an. Je vous passerai, on reviendra un petit peu plus tard, mais il y a des nouveaux labels qui sont en train de sortir pour, dans la mesure où on commence à atteindre ces niveaux de performance de manière assez régulière maintenant sur les bâtiments, pour pouvoir distinguer ceux qui ont des énergies grises qui sont plus performants. Donc il y a des labels un petit peu supérieurs sur du on va dire des passifs plus, où on fixe des niveaux d'énergie totale à 90 ou à 100 ou à 60 kWh par mètre carré par an en énergie primaire. Voilà, c'est pas. On va déjà essayer de se contenter du passif aujourd'hui. La puissance de chauffage doit être inférieure à 10 watts par mètre carré, la puissance de chauffage installée. Donc du coup, alors là c'est un point un petit peu particulier. C'est pas de chauffage ou pas de climatisation conventionnelle. C'est un point qu'on peut discuter parce que finalement on se rend compte qu'il y a tellement besoin de peu de chauffage sur ces bâtiments-là que il est nécessaire, ça coûte relativement plus cher de mettre des systèmes de pompe à chaleur que de mettre des systèmes de radiateurs même performants. Mais bon, voilà, ça fait partie de ces critères-là. Le but étant de faire une économie de l'énergie consommée. Voilà. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'il y a une instrumentation et des contrôles a posteriori qui doivent être faits. Je dirais, on peut pas acheter un bâtiment passif les yeux fermés. Le diable est dans les détails, donc il faut tout regarder. C'est applicable, donc ces critères-là sont applicables à toutes les constructions, y compris à la rénovation.
Voilà. Les points à respecter, le confort d'été c'est relativement facile, grosso modo c'est mettre de l'isolant, donc en mettre un petit peu plus, ça tout le monde y arrive. Le confort d'hiver, pardon. Le confort d'été c'est un peu plus difficile, c'est-à-dire que il faut maîtriser les apports qu'on va avoir en été. Il faut éviter de faire rentrer les apports solaires, notamment sur les façades ouest. Donc là, il y a un petit peu plus de précautions à prendre. Les ponts thermiques, ça devient un petit peu plus difficile parce que là, on commence à être dans les détails d'exécution et forcément, il y a toujours ces petits détails de réalisation technique qui deviennent prépondérants. Donc là, il y a des missions d'exé qui sont indispensables à mener. L'étanchéité à l'air, là, c'est vraiment quelque chose de difficile et on passe ou on passe pas le seuil, donc c'est quelque chose de complexe. Et globalement, il faut bien l'anticiper au départ pour le réussir à la fin. Et le renouvellement de l'air intérieur, donc la partie ventilation, c'est très difficile. Je dirais que j'ai fait plusieurs bâtiments avant d'arriver à un niveau de performance qui soit souhaitable. Pas faute d'être formé ou pas faute de je dirais de ne pas savoir, mais parce que peu de gens connaissent, les entreprises sont pas forcément au courant parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est compliqué de changer les habitudes. Les gens ne comprennent pas forcément pourquoi. Donc là, il y a pour arriver à ce résultat-là, il y a besoin d'assumer ses choix, d'imposer ses choix, et le seul moyen de le faire, c'est de faire des plans précis avec des détails. C'est le seul moyen aussi que vous pouvez avoir pour refuser des travaux s'ils ne sont pas conformes à ce que vous avez décrit. Comment les atteindre? Donc ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu. L'objectif derrière étant d'avoir une puissance de chauffage qui soit inférieure à 10 watts par mètre carré. Alors juste un petit aparté sur ce point-là. 10 watts par mètre carré, ça fait pas une grosse puissance de chauffage installée. Ça veut dire qu'un bâtiment passif, si vous le livrez en hiver et que le bâtiment est resté ouvert pendant tout l'hiver, il va avoir du mal à monter en température. Donc soit vous lui mettez un petit coup de booster au moment de le livrer pour le remonter en température, soit il faut faire attention à ce que le bâtiment soit un peu mieux fermé, mais avec les apports solaires, il peut remonter assez facilement. Ça peut prendre quelques semaines, mais il peut remonter facilement en température. Au niveau de l'incidence financière, c'est souvent une question qui revient. Le bâtiment passif coûte-t-il plus cher? Il coûte un petit peu plus cher. Ceci étant, on se rend compte que lorsque on fait du passif, on arrive à un seuil aux alentours des 15 kWh par mètre carré par an, qui fait qu'on n'a plus besoin d'installer un système de chauffage classique et traditionnel. Et on a cet effet de seuil qui fait que le coût d'installation au départ chute puisqu'on va supprimer le poste du chauffage. Ceci étant, on va mettre une ventilation qui coûte un petit peu plus cher. Donc le but, c'est pas forcément de descendre à 5 kWh, mais c'est de rester dans ce petit creux entre 10 et 15 kWh qui permet de profiter du coût de l'économie plutôt de l'installation du poste du chauffage. Sachant qu'après on va se faire rattraper par le coût de consommation, donc c'est un juste équilibre entre les deux. Voici je dirais pour mettre des chiffres derrière tout ça, une petite étude qu'on a menée avec différents constructeurs de maisons individuelles de l'est de la France. Donc c'est pas plutôt des gens qui sont dans des secteurs favorisés. Et on est resté sur on a essayé de mettre des prix en face de chaque prestation entre une RT 2012 en simple flux hydro, en double flux et du passif. Donc là, l'incidence s'est faite entre le RT 2012 simple flux hydro et le passif. On va avoir un petit peu plus d'isolant, mais globalement, ça fait pas un gros surcoût. Le vitrage sera forcément en triple vitrage, on y reviendra. Les châssis sont des châssis renforcés en termes d'isolation et certifiés passifs. L'étanchéité à l'air, donc c'est une étanchéité à l'air N50, donc à 50 pascal.
et non pas à 4 Pascal. Donc il y a un certain nombre d'habitudes qu'on peut avoir qui ne seront plus valables sur du passif. La VMC double flux est obligatoire par rapport à ça. Euh, et on va justement essayer de favoriser une pompe à chaleur intégrée sur la VMC. Ça peut être un débat pour certains en disant le chauffage sur l'air qu'on a au niveau de la ventilation, qui va être le seul moyen de chauffage du bâtiment, n'est pas obligatoire. Effectivement, il n'est pas obligatoire, mais ceci étant, si vous mettez un système de chauffage par radiateur ou par plancher chauffant dans toute la maison, ça vous coûtera pas 3500 €. Ça vous coûtera beaucoup plus que ça avec le système de régulation, etc. Et du coup, économiquement, faites les calculs, refaites différentes simulations, vous verrez que globalement, c'est pas si inintéressant que ça. Et puis on va supprimer donc le système de chauffage traditionnel. Voilà, on sera sur des énergies renouvelables. Alors quand on dit énergie renouvelable, on considère que la pompe à chaleur alimentée en électrique, même si c'est de l'électricité d'origine nucléaire, et de l'énergie renouvelable. Et du coup, on arrive à un surcoût de l'ordre de 6 à 7 000 € du mètre carré. Ramener à ça sur une déclaration de sinistre à votre assureur, une première réunion d'expertise à 2500 ou 3000 € qui va être facturée en cas de sinistre déclaré, plus des pénalités ou des choses comme ça, ça vaut largement ces 7000 € là qu'on a estimé sur une maison individuelle. Alors pour faire un bâtiment passif, la règle numéro 1, c'est de faire un projet qui soit compact. C'est-à-dire que si vous prenez un bâtiment de 1000 m² qui fait 100 mètres par 10 de largeur, vous avez une surface déperditive de 2600 m². La surface verticale, elle est de 660 m² pour un bâtiment de 3 mètres de hauteur, grosso modo. Et une surface horizontale, donc la surface au sol plus la surface de toiture, c'est 2000 m². Si vous faites un carré de la même surface, ça vous fait un carré de 31,6 par 31,6. Alors c'est très théorique comme calcul, mais globalement, ça vous montre que vous pouvez réduire de 44% votre surface verticale. Donc accessoirement, vos façades vous coûtent 44% moins cher. C'est comme si le façadier venait de vous faire une remise de 44%, ce qui est quand même assez intéressant. J'ai eu des remarques un jour en prenant ces chiffres d'architectes qui me disaient que personne ne faisait des bâtiments de 100 mètres par 10. En passant à côté du CSTB, vous avez un très joli bâtiment en U qui doit être à même pas 1 kilomètre du CSTB à Champs-sur-Marne, et globalement le bâtiment fait 100 mètres par 10 mais en U. Quand vous faites le développer. Donc c'est pas si inconcevable que ça. Et après, si vous le faites sur 2 niveaux, donc du coup, vous allez encore réduire votre surface déperditive, et ça va vous permettre de réduire encore automatiquement les déperditions. On est sur des petits niveaux de puissance, des petits niveaux de calcul. Chaque kilowattheure compte. Donc, être capable de baisser de 40% sa consommation, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et là, on n'a pas parlé de choix architecturaux, on n'a pas parlé d'imposer des types de matériaux. Ça veut dire que vous avez potentiellement un budget supplémentaire pour que l'architecte vous fasse un bâtiment, pour choisir des matériaux nobles, pour choisir un système de ventilation performant. Donc à la base, avant de dire ça coûte cher, regardons dans les détails qu'est-ce qui coûte cher, quelle est l'architecture qui a été mise en œuvre, etc. Donc pour faire ça, il nous faut une isolation renforcée partout pour faire du bâtiment passif. Donc ça, c'est pas forcément très compliqué. On va changer simplement l'épaisseur de l'isolation, qui sera forcément par l'extérieur, et on va mettre des menuiseries en triple vitrage. Là aussi, on a un débat avec les pros RT qui vont vous dire que le facteur solaire du triple vitrage n'est pas le même que celui du double, et que du coup, on va perdre au niveau des apports solaires. Or, par rapport à ça, la justification, d'abord, je dirais, là aussi, le diable est dans les détails.
Vous pouvez télécharger sur Internet un petit logiciel gratuit qui est fait par Saint-Gobain, qui s'appelle Calumen 2. Il suffit de s'enregistrer sur leur site. Et puis, en fonction des types de vitrages que vous allez émettre, des vitrages faiblement émissifs, de l'argon, pas de l'argon que vous allez mettre, vous allez être capable d'avoir des vitrages qui sont avec des facteurs solaires qui vont être à 0,5, 0,6, comme un double classique finalement. Il ne va pas y avoir d'incidence particulière par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Au niveau prix, alors moi je me fournis chez un fournisseur alsacien qui s'appelle Biberbois. La différence entre le double vitrage et le triple vitrage sur du bois alu, donc ils sont des châssis qui sont déjà cossus et solides à la base, hein, c'est pas le verre qui tient le bois qui est autour. La différence de prix elle est de 39 € hors taxe du mètre carré. Donc ça veut dire que sur une maison, quand vous avez mis 500 € de plus sur votre vitrage, vous êtes payé votre budget triple. Donc c'est à mon avis un faux argument. Et le dernier point, c'est que 100 moins 100 n'est pas égal à 0. Je m'explique. Quand vous êtes en double vitrage, vous allez avoir par exemple 100 €, enfin 100 kWh par exemple d'apport solaire en journée. Et puis la nuit, vous allez avoir 100 de déperdition lorsque le soleil ne brille plus ou qui sera occulté par des nuages. Vous allez avoir vos 100 kWh de déperdition. Or, les déperditions, du coup, ne se font pas au moment où vous avez vos apports solaires. Donc votre système de chauffage, il va détecter cette variation de température à l'intérieur et il va faire une relance. Donc à un moment donné, la relance va refaire un appel de puissance du coup, on va arriver à un niveau de, on va consommer beaucoup plus que ce qui était largement prévu, puisque le système n'est pas intelligent pour prévoir en fait cette variation et anticiper ça. Une conception bioclimatique également sur la construction. Donc la conception va être différente en fonction de l'implantation géographique. La France est un pays qui est quand même assez diversifié au niveau des climats, donc on ne prendra pas les mêmes attentions sur le confort d'hiver, le confort d'été en fonction des régions où on sera. Voilà. Donc on a vu que l'orientation était primordiale. On a des sites qui sont non éligibles puisque sur certains sites-là, on va avoir éventuellement des effets de masse, qu'on va être ou sur l'Adret ou sur l'Ubac pour les régions montagneuses. Et il va falloir maîtriser le renouvellement de l'air. Donc on aura une protection solaire estivale qui sera nécessaire au sud et à l'ouest. Sachant que quand on n'a pas forcément le budget pour mettre des BSO à l'ouest, il y a une solution économique, ça s'appelle les BSO à feuilles caduques, c'est un arbre. Donc ou laisser les arbres en place, ou mettre des arbres, planter des arbres à forte croissance à l'endroit où vous allez avoir de l'ensoleillement en soirée. Voilà, on va passer un petit peu rapidement parce que l'heure tourne. Donc sur la conception bioclimatique, on va essayer d'éviter en été que le soleil ne rentre dans la maison par des avancées de toit, et en hiver par contre on va essayer de favoriser cette rentrée du soleil. Hein, on voit justement l'effet des feuilles caduques qui permet dans un cas de se protéger, dans l'autre cas non. Voilà, vous avez un autre exemple d'autres schémas un petit peu sur le même style. Voilà. Et puis, on va avoir également des durées d'ensoleillement qui vont être différentes en fonction des jours de l'année. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte, le nombre de jours d'ensoleillement. Un point très important qui permet de faire un renvoi sur d'autres choses, c'est que la conception bioclimatique, c'est une conception collaborative. C'est que il y a d'abord une conception avec une architecture qui est faite, une étude thermique qui va donner un certain nombre de résultats et qui va permettre de valider un certain nombre d'hypothèses ou de dire il faut mettre tel type de vitrage, tel type de ventilation. Et l'intérêt du BIM et de la méthode collaborative est justement prépondérant à ce niveau-là,
C'est que le fait de travailler sur des maquettes précises, de pouvoir calculer précisément tous les points thermiques et d'avoir tous les détails à ce niveau-là, ça permet de faire de faire un calcul itératif. Sans calcul itératif, on n'y arrive pas. Je dirais, c'est rare le nombre de personnes qui seraient capables de faire bien du premier coup et avec tous les bons détails. Ceci étant, les détails, c'est comme l'expérience. Vous essayez une fois, deux fois. Sur le chantier d'après, vous saurez ce qui marche et ce qui marche pas, donc vous irez beaucoup plus vite également à ce niveau-là. Ça permet de faire ça. Toujours pour aller un petit peu plus rapidement, grosso modo, les calculs que vous faites sous le logiciel PHPP, c'est un calcul comptable, vous faites vos déperditions d'un côté, vos apports de l'autre, solaire, interne, process, etc. Les différentes déperditions que vous allez avoir par les parois, par les ponts thermiques, donc il ne faut pas les négliger, il y en a énormément, et par le renouvellement de l'air également, par le rendement de la VMC. Il faut essayer d'estimer ça le plus rapidement et le plus précisément possible. À partir du moment où vous avez tous ces éléments-là, vous êtes capable de faire le calcul de vos besoins. Dernier petit point, je vous ai mis une petite comparaison entre les calculs de points de rosée. Ça, c'est un exemple d'isolation par l'intérieur. Vous allez avoir, en fait, au niveau de l'isolation par l'intérieur, un point de condensation qui apparaît au niveau de la paroi. Donc, dans la mesure où vous avez de la condensation, votre isolant prend l'eau. S'il prend l'eau, il n'isole plus. Donc, du coup, vous avez des phénomènes de moisissure. Donc, ça, le point de condensation, vous le voyez sur le graphique en bas à gauche, c'est le pointillé bleu. Quand il passe sous le pointillé orange, du coup, vous avez le phénomène de condensation qui se produit. Et là, avec les mêmes épaisseurs d'isolant, voilà la courbe. Vous n'avez pas de condensation dans le mur, donc du coup, vous n'avez pas de problème d'humidité qui reste dans la maison et donc de moisissures qui vont se développer. Sur les échanges thermiques, grosso modo, donc ça c'est les types d'échanges. Les impressions de confort, notamment pour l'homme, c'est lié au phénomène de rayonnement à 70 à 80%. Et ces phénomènes de rayonnement sont liés à des parois froides. Donc quand vous avez simplement un double vitrage, la paroi intérieure va être aux alentours de 12 degrés. Quand vous allez être avec un triple vitrage, la paroi intérieure va être aux alentours de 17 à 18 degrés. Cette différence de température fait que quand vous avez par rapport à l'air ambiant une différence de moins de 2 degrés, le corps ne ressent pas cette variation de température et vous avez l'impression qu'il fait chaud partout, quand bien même l'air serait à une température plus élevée, et du coup vous vous sentez bien. Si vous avez un différentiel de plus de 2 degrés par rapport à la température ambiante, vous aurez des phénomènes de frisson, donc des phénomènes d'inconfort. Voilà, les flux thermiques, bon, ça c'est des calculs qu'on retrouve notamment par rapport à l'énergie qui passe à travers une paroi. On le fait pour toutes les parois, celles qui sont en contact avec l'air extérieur, avec le sol, avec le volume non chauffé, avec le voisin, mais tous les cas doivent être étudiés de manière précise pour être le plus proche de la réalité. Si vous rentrez des hypothèses fausses, vous n'aurez pas un résultat juste. Encore une fois, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est voilà, il faut être précis par rapport à ça. Voilà, les phénomènes après de confort humain également. Et puis à prendre en compte également, c'est les process installés dans le volume chauffé. Attention, notamment si vous avez des frigos américains. Les frigos américains, c'est extrêmement énergivore. Donc le choix des types d'énergie sont prépondérants. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, pensée solaire. Alors ça a l'air bizarre. Il existe, pas en France, mais il existe en Allemagne, des équipements qui fonctionnent avec une prise au chaud et une prise au froide. Et du coup, vous changez vos habitudes. Plutôt que de dire je fais tourner ma machine à laver en heure creuse à 2 heures du matin, je la fais tourner en pleine journée à 2 heures de l'après-midi quand je suis en plein soleil. Et j'utilise la production d'eau chaude solaire. L'INSEE a des statistiques et dit que ça vous permet de faire une économie entre 54 et 57% d'économie.
Maintenant, tous les bâtiments ne sont pas équipés avec des systèmes de distribution d'eau chaude, d'eau froide sur les appareils électroménagers qui le nécessitent. Vous avez par contre des petits kits accessoires qui viennent se brancher sur une prise d'eau chaude par exemple ou sur une prise d'eau froide qui font mitigeur d'appoint externe au lave-vaisselle et qui coûtent 200-300 euros et qui vous permettent justement d'adapter simplement et facilement sans refaire toute la plomberie de la maison et d'adapter vos équipements existants à un fonctionnement qui va être moins énergivore en termes de consommation. Et attention surtout, la VMC, c'est elle qui tourne 24 heures sur 24 et c'est souvent elle qui consomme le plus finalement en termes de volume de consommation. Voilà. Le principe du chauffage sur l'air, c'est que globalement, on va filtrer, on va prendre l'air extérieur, on va ou non le passer par un puits canadien, qui peut être hydraulique ou aérolique, avec des précautions d'emploi qui sont assez draconiennes pour les questions sanitaires. Et on va préchauffer l'air sur l'échangeur et refaire un petit complément avec la pompe à chaleur qui est intégrée dans le système de ventilation de manière à pouvoir compléter la chaleur et obtenir un air qu'on va souffler aux alentours de 35 degrés. Si on le chauffe plus que ça, on va avoir un phénomène de brûlis, des poussières qui sont contenues dans l'air, donc une odeur de brûlé qui va se dégager dans le bâtiment qui est pas très agréable. Voilà, en résumé, tout ce qu'on ne construit pas ne coûte rien, l'isolant ne coûte pas cher, il n'y a pas de panne, il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'abonnement, donc ça tout le monde est capable de le comprendre. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Le bâtiment, le but c'est qu'il soit pérenne et qu'on soit pas obligé de refaire les travaux dès 2020, et ça vous fait une valeur patrimoniale qui vous permet de valoriser, je dirais, ce qui a été construit. Voilà. La ventilation, c'est le point le plus critique au niveau du passif. Donc, pour éviter la surchauffe estivale, c'est principalement le cas. On a deux solutions, donc celle le puits canadien ou le rafraîchissement nocturne ou adiabatique. Et c'est surtout un système qui peut avoir, notamment avec des locaux à fort rapport interne, notamment les locaux tertiaires, d'avoir un système avec une pompe à chaleur réversible qui soit intégrée. Sans ça, vous n'y arriverez pas. Et limiter le renouvellement d'air à 0,3 volumeur. Au-delà, les pertes ne permettent plus d'être passif. Ça va très vite là-dessus. J'ai vu des cas où globalement les études par certains petits bureaux d'études étaient faites en envoyant directement les plans aux fabricants de matériel, qui lui a un gros défaut, c'est qu'il essaye de vendre du matériel, c'est son rôle. Son rôle, c'est pas de faire un système qui soit économique, à chacun ses responsabilités. Et du coup, forcément, ça marche pas non plus derrière. Et de distribuer l'air soufflé sur des gaines isolées et isolées avant le collier. Si vous mettez des points de fixation avant l'isolation, vous allez avoir des points thermiques réguliers. Donc le fait d'avoir une isolation des gaines de soufflage vous permet de garantir que vous allez souffler la bonne température et vous allez porter cette même température dans les endroits où vous en avez besoin. Vous n'allez pas avoir de déperdition tout le long. Voilà. Le choix de la VMC, quand vous prenez une VMC qui est certifiée par les Passivaros, elle va répondre à ces critères, c'est-à-dire qu'elle a un rendement qui est supérieur à 75%, elle a moins de 3% de fuite maximum. Un système anti-givre hivernal, ça va dépendre du système d'échangeur qu'elle a. Un système rotatif n'a pas besoin d'anti-givre. Une consommation énergétique inférieure à 0,45 Wh par mètre cube d'air transporté et un niveau sonore inférieur à 35 dB. Alors c'est un point qui est très important, c'est que on s'en rend pas compte, on va dire c'est le deuxième effet qui se coule. Quand on fait un bâtiment passif, on met du triple vitrage, on va soigner, on va remettre des murs épais et on va soigner l'isolation thermique. Et du coup, on aura un bâtiment qui sera également phoniquement très isolant. Du coup, comme il sera très isolant, on va avoir beaucoup moins les bruits de l'environnement extérieur qui vont rentrer dans le local ou dans le logement. Par contre, derrière, ça veut dire que tous les bruits internes vont commencer à être amplifiés
Et donc le bruit de la ventilation, le bruit des robinets, des canalisations, des choses comme ça, vont prendre une place prépondérante et désagréable. Ça va être le petit caillou dans la sandale qui vont vous agacer, qui vont agacer vos clients de manière assez rapidement. Et puis exiger les qualités de filtre G4. Donc G4 c'est une grille anti-feuille, grosso modo anti-feuille enlevée par insectes, et F7 au minimum, et pensez à les changer. Hein, le changement des filtres, c'est quelque chose qui est prépondérant. Si vous avez des filtres qui sont colmatés, globalement au bout de 3-4 mois, vous n'avez plus de vecteur caloporteur pour amener le chauffage là où vous avez besoin. Si vous n'avez plus de vecteur caloporteur, vous n'avez plus de chauffage. Donc ça veut dire que la température va baisser, donc vos clients seront insatisfaits. Donc le changement des filtres, c'est quelque chose qui est important et qui est indispensable. C'est comme une révision de chaudière, sauf que là, comme il n'y a plus de chaudière, eh ben, c'est au niveau de la ventilation qu'il faut le prévoir. Voilà, je vous passe, je vous laisserai regarder les différents types d'échangeurs là-dessus pour qu'on puisse garder du temps pour les questions. Vous avez différents types d'échangeurs, les échangeurs à plaques, des échangeurs à plaques mais à contre-courant, donc ou à flux croisé comme avant ou à contre-courant, des systèmes à échangeurs à plaques avec une PAC et un eau chaude et un ballon d'eau chaude intégré. Ça c'est les bâtiments, les systèmes les plus performants et les plus compacts qui existent. L'intérêt c'est que c'est quasiment du plug and play et il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude en termes de conception. Donc c'est des choses qui sont très simples à mettre en œuvre par différents fabricants. Hein, le matériel précédent qu'on a vu, ça c'est du matériel autrichien, le matériel précédent c'était du matériel finlandais. Ils arrivent à faire des choses qui fonctionnent très très bien, y compris en Finlande. Et puis après, les échangeurs rotatifs où on peut aller sur des très gros, très gros volumes, pardon, avec ce système là. Voilà, et voire même avec des échangeurs rotatifs dessus. Et puis pour la rénovation, on a également des systèmes de rénovation et de ventilation en double flux décentralisé alternative qui vont se mettre, ou double flux intégré directement dedans, qui vont se mettre dans l'épaisseur du mur. Donc vous faites simplement un carottage. Là c'est un des modèles les plus compacts du marché. On est sur un diamètre 160 et vous venez l'intégrer directement dans votre épaisseur de mur avec un système double ventilateur pour vous permettre de faire l'extraction de manière continue dans les pièces humides et respecter ainsi la réglementation, l'arrêté de 84 sur la ventilation. Et la pointe de chauffage sur l'air, donc la pointe se fera d'abord en préchauffage avec un puits canadien et ensuite en post-chauffage avec la pompe à chaleur ou un pompe à chaleur et un système combiné avec du solaire. Plus vous mettez de systèmes les uns derrière les autres, plus ce sera compliqué. Le solaire ne fonctionne pas 100% du temps et 100% de l'année. Donc le fait de choisir un système pompe à chaleur vous permet d'avoir finalement un système qui soit assez conséquent, assez simple d'utilisation et qui couvre quasiment 100% de vos besoins. Voilà, le tracé des réseaux de ventilation, donc plus vous faites court, mieux ça va. Vous avez des systèmes pour éviter des caissons, des soffites, etc. Et pour pas avoir de court-circuit qui sont comme la photo, des systèmes de bouche à jet lointain. Et il faut vraiment veiller à ce qu'il y ait un bon balayage. Si vous mettez la prise d'air et la reprise qui soit juste à l'entrée de la porte, je dirais l'air ne va pas faire tout le tour de la pièce. Il faut vraiment l'emmener de l'autre côté de la pièce pour qu'il y ait un balayage complet. Donc ça aussi, c'est des choses à vérifier. Et isoler tout le réseau de soufflage. Si vous l'isolez pas, vous aurez perdu complètement dans la mesure où on chauffe maximum à 35 degrés. Vous n'aurez pas de température suffisamment élevée pour chauffer votre bâtiment à l'autre bout de votre réseau. Voilà. Et puis pour le confort d'été, donc vous avez trois solutions. La surventilation nocturne, la surventilation mécanique, pardon. Attention quand même au bruit, notamment si vous faites la surventilation mécanique de nuit.
il faut que votre réseau ait été dimensionné par rapport à ça. La ventilation nocturne par les fenêtres, hein, c'est relativement simple à comprendre et à faire. Vous avez des systèmes qui sont un petit peu plus onéreux mais qui permettent d'automatiser les ouvertures des fenêtres. Et puis le plus simple, c'est d'éviter que le bâtiment surchauffe, donc c'est de prévoir des BSO. La plupart des BSO proposent en fait des groupements pour faire des commandes généralisées par façade. Voilà, la surchauffe après c'est un risque de sinistre parce que ça fait partie des conditions comment dire des conditions de bon emploi et de bien-être dans le bâtiment. Voilà, globalement, pour réussir la partie ventilation, il faut avoir un bâtiment qui soit très étanche. Donc attention aux pérennités des films et des scotch que vous allez mettre en œuvre. Avoir une enveloppe qui soit homogène et très isolée, de manière à pas avoir de grosses déperditions. Supprimer les ponts thermiques, avoir des apports solaires et internes qui étaient pris en compte correctement et bien dimensionnés. Sinon, vous aurez des problèmes dans la réalité. Vérifier la non-condensation dans les parois, bien évidemment. Et puis, gérer et maîtriser votre renouvellement de l'air. Donc ça, on va le voir au niveau des détails d'exécution. Tout ce qui n'est pas dessiné n'existe pas. Donc tous ces petits points de détail qui sont repris sur la figure, il faut qu'il y ait un croquis pour assortir tous ces détails et savoir comment est-ce qu'on fait la continuité de l'isolation sur ces éléments-là. Si c'est pas dessiné, ce sera pas fait et forcément vous aurez des problèmes vous aurez des problèmes de pont thermique et de condensation dans le bâtiment. Voilà des exemples. C'est le CTC, c'est l'équivalent du CSTB, le CSTC pardon, l'équivalent du CSTB belge qui fournit ces éléments-là. Vous retrouvez la membrane d'étanchéité à l'air. Le principe de la membrane, c'est que globalement, vous devez prendre votre feutre pour la dessiner et vous devez jamais lever le feutre tant que vous n'avez pas fait le tour de la maison. Et comme ça, vous avez dessiné la continuité de votre membrane d'étanchéité à l'air. Donc ces détails-là doivent être faits. Vous devez dessiner également comment sont positionnées les menuiseries en fonction des points. Donc vous faites vos calculs d'isotherme, vos calculs de pont thermique, et vous allez avoir les points de condensation qui vont apparaître. Si vous êtes en dessous de 10 degrés sur une fenêtre, vous aurez un problème de condensation, voire 12 sur des pièces humides. Si vous utilisez des menuiseries en PVC, certaines menuiseries sont avec des cadres métalliques renforcés, donc vous allez avoir des systèmes de visserie qui vont être dedans, qui vont générer également des ponts thermiques et des points de condensation. Donc ça aussi, c'est toujours bien regarder dans tous les détails comment sont faits les équipements qu'on vous vend. La bonne parole du vendeur ou du commercial n'est pas suffisante. Il faut avoir des éléments de preuve, des croquis de détails, de tous ces éléments-là. Encore une fois, pour pouvoir refuser les marchandises quand elles arriveront sur le chantier si elles ne sont pas conformes aux points de détail que vous avez vus. Voilà. Au niveau des ponts thermiques, voilà un petit peu des exemples caractéristiques de ponts thermiques qu'on a sur des bâtiments, sur des isolations. Des calculs de ponts thermiques d'acrotère également qu'on va avoir pour arriver à justifier des déperditions qu'on a sur l'acrotère ou pas. Et vous voyez que dans l'angle du faux plafond, on peut avoir des températures qui montent plus ou moins de manière plus ou moins importante. Ça, c'est des calculs qui sont faits sous des petits logiciels qui vous permettent de calculer les points thermiques linéiques à rentrer dans le PHPP. Hein, vous saisissez toute votre coupe en DXF et il vous fait automatiquement le calcul. C'est relativement simple à faire. Et globalement, il faut avoir un système, un système plutôt dur qu'un système mou à base de polyane, sans quoi vous arriverez beaucoup moins à réaliser l'étanchéité à l'air. Une petite photo qu'on trouve sur internet, prévoir une mise en œuvre simple pour une efficacité maximale. Donc dans le bureau, ça va toujours facilement à le dessiner. Ça c'est un site d'autoconstructeur qui montre comment il a mis en œuvre son film d'étanchéité à l'air.
mais sur les chantiers, on rencontre de temps en temps des choses comme ça. C'est la responsabilité aussi de la personne qui dessine le film de faire quelque chose qui soit réalisable sans mettre en danger les ouvriers qui vont le réaliser. Voilà des exemples de choses qu'on arrive avec un scotchage parfait de tous les points, avec des suggestions de pose sur tous les détails. Voilà. Mais ceci étant, ça n'empêche pas de faire une architecture qui soit intéressante. Les différents exemples de réalisation qui sont faites et qui sont en passif. Voilà. Au niveau des ponts thermiques, donc on a différents systèmes qui existent, on l'a quelques-uns pour traiter tous ces ponts thermiques au niveau des balcons, au niveau des fixations. Ça coûte à peu près 500 € du mètre linéaire fourni posé. Donc ça a un coût. Des fois, il vaut mieux mettre des systèmes autostables. Petite photo qui est sortie de votre revue préférée, le Moniteur, le 4 mars 2016, sur les systèmes de fixation ponctuels. On fait une isolation par l'extérieur et puis vous avez le façadier qui a fixé une forêt de pâte métallique pour venir fixer sa structure support de bardage. Vous allez réduire de 25 à 30% au moins la performance de votre isolant. Et je suis à peu près certain que le bureau d'études n'a pas pris en compte ces points-là. C'est un peu dommage de faire autant d'efforts avec des châssis de qualité, etc. Et puis d'abaisser de 30% les performances de l'enveloppe. Bon, ça. Il y a des solutions qui existent. Ça, c'est des fixations ponctuelles à rupture de pont thermique qu'on vient mettre à travers l'isolation thermique par l'extérieur et qui permettent de faire une pose en une seule fois après la pose de l'isolant. Donc c'est un intérêt en termes de gain de temps. Pour réussir, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de secret. Le tandem architecte bureau d'études doit fonctionner dès le départ. Tout le monde doit être formé. Au passif, il n'y a qu'un seul outil pour y arriver, c'est le PHPP, et tous les détails d'exécution doivent être dessinés. Tout ce qui est dessiné n'existe pas, c'est plus que jamais vrai. Et simplifier la mise en œuvre. Ce qui est impossible à réaliser ou qui nécessite une qualification importante ne sera pas ou mal exécuté. Imaginez que l'ouvrier qui doit faire ça et qui doit finir ça parce que il est vendredi 17h, il n'a pas pu avoir ses RTT, il doit aller chercher ses gamins qui sont malades à l'école et puis il y a un match de foot ce soir à la télé. Soyez certain que ça va être vite fait et pas forcément bien fait pour réussir à être dans le timing. Voilà. Et puis il faut s'engager sur la performance. C'est sûr que c'est compliqué à faire, mais ça se fait. Les contrôles à mettre en œuvre, donc l'étanchéité à l'air qu'on va faire sur le volume chauffé, en faisant un suivi sur la ventilation, et en fin de chantier faire les tests. Donc au niveau de la conception, bien détailler tous ces points de détail, et en fin de chantier contrôler. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas non plus passer que en fin de chantier, il faut passer également sur toutes les phases intermédiaires et un petit peu critiques, de manière à mettre le holà très rapidement. C'est un petit peu facile d'arriver à la fin du chantier en disant ça va pas, tout le monde recommence. Je dirais il y a aussi une mission de suivi d'exé en cours de chantier, parce que les gens sont pas forcément de mauvaise foi, mais il faut aussi leur montrer, on change les habitudes des poseurs, il faut les accompagner par rapport à ça. Voilà. Et les installations en cours de pose, au niveau de l'isolation, au niveau de tous ces petits détails, quand tous les faux plafonds sont fermés, ça a un coût de venir tout casser. Voilà. Petit détail également, quand on fait des systèmes de ventilation, éviter les bouches à débit autoréglable. Ces bouches à débit autoréglable, en fait, c'est comme si vous aviez une voiture, vous appuyez à fond sur l'accélérateur et puis au bout vous mettez un frein en disant moi je prends que la puissance dont j'ai besoin. Mais à l'autre bout j'ai le ventilateur qui pousse tout le temps au maximum. En termes de consommation, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Voilà. Donc les niveaux de contrôle indispensables, c'est l'étanchéité à l'air au niveau du bâtiment et de la ventilation, et faire des mesures in situ de rendement de la ventilation. On vous a vendu sur un bâtiment passif une ventilation avec un niveau de rendement qui doit être écrit par l'installateur ou par le commercial du fabricant. À partir du moment où il vous dit que la ventilation a un rendement de 75% ou de 90%, vous devez mesurer et avoir ces 90%. Si vous les avez pas, ça ne marche pas.
Et au niveau des pièces écrites, la conformité des matériaux ou des matériels du CCTP doit être rigoureusement exacte. Je dirais, ça ne marche pas de dire ou équivalent comme on trouve sur les appels d'offres publics. C'est ce matériel-là qu'il faut, sans quoi vous n'êtes pas capable de garantir la performance derrière. Voilà, et tout doit être conforme à la mise en œuvre, au plan et au carnet de détail. S'il n'y a pas de plan et qu'il n'y a pas de carnet de détail, encore une fois, eh ben, il n'y aura pas de quoi dire que c'est conforme ou pas conforme. Ce qui veut dire qu'un passage tous les jours sur le chantier s'impose, et quand c'est bâti, c'est trop tard. Voilà. En instrumentation, derrière, vous avez des petits systèmes qui existent pour développer, pour faire le bâtiment connecté, pour reprendre un terme à la mode. Mais c'est la clé de la confiance. À partir du moment où vous instrumentez votre bâtiment, vous pouvez savoir exactement ce qui se passe dedans. Et on vous racontera pas forcément de bobard quand on vous dit que ça consomme plus ou pas plus. Mais c'est aussi une manière de dire, on a des devoirs en tant que constructeur pour arriver à un niveau de performance. L'occupant a lui aussi des devoirs de respecter. C'est-à-dire que quand s'il prend des douches de 30 minutes et de 150 litres chacune parce qu'il aime bien laisser couler l'eau, forcément, c'est pas dans les hypothèses de calcul. Donc tout doit être marqué, instrumenté, contrôlé, et ça vous permet de dire exactement ce que vous avez besoin. Là, des exemples donc qu'on a avec de la vie, puisqu'il y a un petit système qui est vendu, c'est un constructeur vosgien qui fait ça, et qui laisse qui vous permet de contrôler en ligne directement les températures intérieures, extérieures et autant de données que vous voulez, qui mémorise jusqu'à 2 ans de données. Il vous suffit d'une adresse IP fixe pour pouvoir accéder à distance à tous ces petits éléments-là. Voilà les exemples encore de relevés. Voilà. Et la garantie de résultat, c'est ça le plus important. C'est un engagement contractuel, c'est un argument commercial. Ça s'encadre juridiquement, mais ça vous permet également de bien poser les obligations et de bien faire prendre à tout le monde, que ce soit aux entreprises, que ce soit l'occupant, ou maître d'ouvrage, ou aux équipes de maîtrise d'œuvre, qui fait quoi, sur quelles hypothèses vous avez travaillé et ce à quoi ça s'engage. Maintenant, un bâtiment passif, c'est pas forcément un bâtiment où on n'ouvre ni les portes ni les fenêtres, mais ça n'empêche pas d'ouvrir, d'aérer, de faire de la ventilation nocturne. Ça, c'est pas des problèmes. Le tout est de le prendre en compte et d'expliquer comment, pourquoi on le fait. Voilà, ça c'est un exemple. Ça fait comme c'est une société de gestion un bailleur social qui est dans la Meuse. Ils ont instrumenté en fait leur bâtiment et voilà les résultats qu'ils ont eu. Donc ils ont suivi en ligne les performances qu'ils ont obtenues. Donc on arrive à faire voire mieux que ce qui a été contractuellement prévu. Voilà, et ça permet la garantie de résultat. Si vous l'anticipez, ça permet d'avoir une protection juridique. Si vous n'écrivez rien, ce sera le juge qui décidera. Si vous mettez une garantie de résultat et que vous l'encadrez, que vous mettez un référentiel précis, vous bordez, vous anticipez aussi tous les cas de débordement. Si vous ne les anticipez pas, je dirais après le juge, avec les moyens qu'il a et les connaissances qu'il a dans le domaine du bâtiment, jugera ou pas, sachant que le bâtiment, c'est la seule partie du droit en France où on est présumé coupable, sauf à avoir prouvé qu'on était innocent. Donc là encore, je dirais de plus en plus, le travail dans le bâtiment, c'est aussi avoir des connaissances en domaine juridique. Donc je vous invite à être précis par rapport à ça. Voilà, et à la fin, donc pour être sûr et pour avoir un œil extérieur, parce que si je vous dis que je suis le plus beau du monde et le plus fort, dans la mesure où vous n'avez pas la caméra, vous pouvez juste me croire sur parole. Avoir un organisme extérieur qui vient vous certifier, ça vous permet d'avoir, je dirais, une partie tierce qui vous garantissent sur les performances qui sont faites. Il y a différents niveaux de certification. Je vous ai mis un petit tableau là qui vous permet d'avoir les différentes variations entre les systèmes et entre les labels. Voilà, la certification par la Fédération française de la construction passive vous donne vous délivre une plaque qui est à l'entrée du bâtiment, donc qui vous permet de savoir qu'effectivement le bâtiment a été certifié ou pas. J'ai repris là un petit peu les différentes obligations que vous allez avoir au niveau de la certification.
les différents critères également que vous aurez sur les bâtiments passifs à respecter, hein, globalement. Et puis, si vous ne les respectez pas ou que vous restez sur la note de calcul réglementaire, vous aurez des sinistres qui sont annoncés parce que il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas prises en compte au niveau des calculs. Voilà. Après, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, c'est à rejoindre la Fédération française de la construction passive sur leur site. Et sinon, à me retrouver au salon Passibat sur le stand C10, le stand d'Innovstore, où je pourrai répondre à vos questions en direct les 11 et 12 avril 2016 au Parc Floral de Vincennes. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, effectivement, il y avait beaucoup à dire. Je vous ai un petit peu pressé, mais c'était pour qu'on puisse répondre aux questions. Donc, je sais que vous avez un avion à prendre, on vous lâche à 45 promis. Alors, comment passer tous les jours sur un chantier? Cet engagement a un coût et peu de maîtres d'œuvre sont prêts à payer pour ça. Je pense que c'est une remarque suite à votre... Est-ce que vous voulez réagir Alors, c'est pas tous les jours sur un chantier complet, c'est tous les jours où vous avez des choses techniques qui se mettent qui se mettent en place au niveau de la pose de la VMC. Maintenant, si vous travaillez avec la préfabrication de murs ossature bois, vous allez avoir un complexe de murs ossature bois. Vous pouvez vous rendre en atelier pour voir comment il est fait. Donc ça va être une des manières de répondre à ça. Après, sur certains points particuliers, c'est au niveau de l'étanchéité à l'air et de la mise en œuvre de l'étanchéité à l'air. Tous les petits détails, je pense qu'il faut être là au début avec les ouvriers pour leur montrer ce que vous attendez d'eux, pourquoi vous voulez le faire, leur expliquer en quelques mots. Il suffit pas d'y être, le but c'est pas d'y être pendant 8 heures par jour parce qu'effectivement c'est un coût et quasiment personne n'est prêt à le faire. Par contre, c'est de dire vous passez une demi-heure ou une heure au début du chantier pour bien expliquer à tout le monde et puis vous repassez une demi-heure dans la journée ou le lendemain pour être sûr que les choses ont bien suivi des faits. Une petite photo, vous renvoyez ça à l'entreprise, vous dites c'est bon, c'est pas bon, ça va pas. Une fois, deux fois, je dirais l'entreprise quand elle voit que vous passez sur le chantier, assez rapidement, c'est eux qui vont faire le suivi derrière. Encore une fois, plus vous faites d'écrits, plus vous bordez par rapport à ça. Comment mesure-t-on le rendement d'une centrale double flux in situ? Alors je vous conseille de le faire plutôt en hiver qu'en été ou avec des températures médianes en demi-saison. C'est-à-dire que vous prenez les températures intérieures-extérieures, vous prenez ou un cône de mesure si le réseau n'est pas encore monté, ou vous faites un trou à la sortie de la centrale. Alors dans le jargon, c'est qu'on respecte 3 diamètres au moins avant un coude ou après un coude, de manière à être sans perturbation et sur un flux plutôt laminaire. Vous prenez un thermomètre à fil chaud que vous venez mettre au centre de la paroi et vous faites votre mesure là-dessus. Vous faites ça à 7 heures du matin quand il fait relativement frais. Vous mesurez toutes les températures et du coup vous faites votre règle de 3. Passez sur le salon ou sur le stand à Passibat et puis je vous montrerai, il y a des petits logiciels sur Excel, vous rentrez vos 4 températures et en un clin d'œil vous avez votre rendement. certifié par des normes françaises? Alors les normes, les VMC double flux sur du passif, il y a très peu de choses qui sont certifiées par par les normes françaises. Maintenant, les normes françaises, c'est beaucoup de normes européennes. Vous pouvez aller sur le site passif.de. Si vous parlez un petit peu allemand ou anglais, vous allez avoir la liste de tous les matériaux qui sont certifiés. Si vous voulez connaître effectivement si les matériaux qu'on vous propose sont certifiés ou pas. Vous pouvez ensuite aller sur le
vous pouvez aller sur d'autres, enfin sur la plateforme Maison Passive ou sur des sites comme ça qui vont vous renseigner par rapport à ça. Ceci étant, au niveau des menuiseries par exemple, je vois qu'il y a des questions sur le triple vitrage s'ils sont conformes au DTU 36.5. Oui, à partir du moment où vous avez des menuiseries qui sont vendues, il y a un certain nombre de fabricants en France qui sont conformes avec le label menuiserie 21, qui sont conformes au DTU, qui ont des vitrages certifiés sécal, donc ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Ceci étant, alors vous avez des menuiseries qui sont passives que vous trouvez en provenance d'Estonie, de Lituanie. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur les matériaux qui sont faits loin de l'Europe ou à la frontière de l'Europe à des coûts qui sont très très bas. C'est vrai que on peut trouver ça, c'est intéressant financièrement. Le problème, c'est que vous payez la commande et puis vous avez tout un tas de détails, notamment au niveau des bavettes d'appui, au niveau de l'encadrement, au niveau de l'intercalaire qui va pas forcément être Warmedge là-dessus, qui seront pas respectés, mais dans la mesure où vous avez payé, ben après il vous reste vos yeux pour pleurer. Donc prenez plutôt un fabricant français avec qui vous avez un interlocuteur en France, faites un cahier des charges précis, ça vous permet encore une fois de refuser les marchandises si elles sont pas conformes. Puis une dernière question, puisque le temps on parle de maison Tupperware. Alors une maison Tupperware, oui, parce que elles sont étanches. Maintenant, un petit détail près, c'est que dans le Tupperware, vous avez deux trous, un trou pour souffler de l'air et un trou pour extraire de l'air, donc qui vous permet de renouveler et de contrôler complètement tout l'air que vous faites rentrer à l'intérieur. Le fait d'avoir cette comment dire, le fait de maîtriser l'air que vous faites, que vous insufflez dans le bâtiment, vous permet de contrôler tout ça et d'avoir un bon retour. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on dit qu'il y a des maisons, notamment en Allemagne, où on revient un petit peu sur le système. C'est encore une fois des problèmes de mise en œuvre et des problèmes d'exécution. Il faut aller dans le détail pour dire, avant de dire que ça marche pas, pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Voilà, mais c'est ce que je vous disais, pas de court-circuit. Donc il faut avoir un système de balayage complet. Si vous mettez la bouche d'air de reprise au-dessus de la porte linteau pour économiser 4 mètres de gaine et surtout le caisson, qui est pas très joli non plus, effectivement vous allez avoir un court-circuit. Comme vous avez un court-circuit en électricité, vous aurez un court-circuit au niveau de l'air et vous n'aurez pas un balayage qui sera efficace. Donc il y a des systèmes pour pallier à ça. En rénovation, avec les systèmes qui sont encastrés dans les murs, donc là vous avez forcément un balayage qui se fait. Avec d'autres systèmes comme les bouches à jet lointain, ça vous permet de souffler à 3-4 mètres environ le flux d'air, donc d'avoir un balayage relativement conséquent. Et puis après, vous avez des gaines plates qui peuvent s'intégrer dans les cloisons, donc avoir quelque chose qui soit relativement esthétique et pas forcément nécessiter de surcoût au niveau du lot placo. Une toute dernière question, alors juste avant de... Alors l'ITI, alors la question passif et ITI font-ils bon ménage? Vous arriverez vraisemblablement pas à faire du passif avec de l'ITI parce que vous avez des points thermiques qui sont trop importants. Par contre, vous allez baisser sensiblement votre niveau de consommation. Il faut gérer, faire votre calcul de points de rosée, faire votre calcul de points thermiques au niveau de tous les points singuliers, les planchers, etc. Notamment si vous êtes en rénovation avec des vieux bâtiments, du plancher bois, veillez à pas condenser. Le fait justement de faire de maîtriser votre renouvellement d'air vous permettra d'éliminer tous les problèmes de condensation qu'on va avoir dedans. Et après, sur des bâtiments type haussmannien, vous n'allez pas faire de l'isolation thermique par l'extérieur. Vous avez des isolants sous vide qui ont un coût, c'est sûr, mais en même temps, quand vous êtes propriétaire d'un bâtiment haussmannien, je pense que vous avez aussi d'autres avantages par rapport à ça. Les isolants sous vide sont des isolants qui sont très minces et qui peuvent se mettre à l'intérieur. Voilà. Il faut vérifier les détails d'exécution, mais voilà, il y a des solutions qui existent et qui peuvent permettre d'améliorer considérablement la performance. Voilà. Merci à tous, bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.
Merci. Merci à tous d'avoir participé à ce rendez-vous expert. Je rappelle encore une fois que pour les plus parisiens d'entre vous, s'il vous reste des questions, vous pouvez les poser de vive voix à l'occasion du salon Passibat. Donc c'est le stand C10, si je ne me trompe pas, les 11 et 12 avril prochains. Chers internautes, je vous invite à rester en ligne quelques petites minutes supplémentaires afin de répondre à un rapide sondage pour nous aider à faire évoluer ces rendez-vous experts. Vous allez voir apparaître un bouton fermé dans quelques instants sur votre écran. Si vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers une page de sondage, 4 questions très rapides qui nous aideront à faire évoluer les rendez-vous experts. Merci, bonne journée et au revoir.